Bien. Voilà, donc bonjour tout le monde. Alors pour aujourd'hui, on va essayer de terminer donc l'une des parties qui concerne les architectures microservices. Donc je rappelle que jusqu'à présent, donc nous avons vu les concepts de base des architectures microservices, principalement à travers la dernière activité pratique. Donc nous avons vu comment créer un microservice dans une application Customer Service, un service qui permet de gérer des clients. Ensuite, on avait, en deuxième lieu, on avait créé un service Customer Service qui permet de gérer des produits. Et puis, nous avons vu comment créer la gateway, Spring Cloud Gateway. Notamment, nous avons vu comment comment configurer le système de routage, soit de manière statique, à travers la configuration via le fichier application YAML, ou bien de manière dynamique en passant via Discovery Service. Donc nous avons vu également comment utiliser Eureka Discovery Service. Et puis nous avons vu comment en fait créer Billing Service, donc dans lequel nous avons vu comment faire cette interaction là, donc avec OpenFine. La même chose ici, donc un service qui va communiquer, en fait Billing Service est un service qui permet de gérer la facturation. Donc en même temps il a besoin de communiquer avec Customer Service et Inventory Service. Et puis donc dans la dernière étape nous avons vu comment créer le service de configuration. Et nous avons vu qu'il est la technique qui est utilisée avec Spring Cloud Config pour centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Alors maintenant, en fait, avant de passer à la suite, parce que après il va falloir qu'on revienne sur la partie front-end, notamment avec le framework Angular, et surtout nous allons voir la partie DevOps notamment, dans laquelle on va s'intéresser à un certain nombre de choses, comme par exemple la gestion des conteneurs. Ça c'est une partie qui est très importante, et l'orchestration des conteneurs. Donc tout ça, on va essayer de voir quand est-ce qu'on va démarrer cette partie-là. Alors, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder. En fait, je vais m'intéresser uniquement à la partie qui est tolérance aux pannes. Parce que ça, c'est une partie qu'on n'avait pas traitée dans cette architecture. Donc, il se trouve que généralement, vous voyez, donc, quand vous créez une architecture microservice, vous voyez donc la communication. Ça communique partout. Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces flèches-là que vous voyez là, c'est des requêtes HTTP qui vont d'une machine qui se trouve dans un service vers un autre service qui se trouve dans une autre machine. Donc, et le problème, c'est que en fait, ces communications réseau, c'est-à-dire parfois il y a des échecs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand par exemple Billing Service va contacter Customer Service, il se peut que il y a un échec d'accès. Il se peut que par exemple Customer Service tombe en panne. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est-à-dire quand on va solliciter Billing Service alors qu'il a besoin de Customer Service, et il va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Comment gérer ces communications de manière tolérante aux pannes? Alors tolérante aux pannes, fault tolerance, c'est dire tout simplement que même s'il y a échec, quand ça va pas, quand ça marche pas, il faut pas qu'on le montre au client. C'est-à-dire il faut qu'on retourne un résultat au client. Donc quitte à utiliser donc des valeurs par défaut, ou d'utiliser un cache, d'utiliser les dernières données dont on dispose, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se connecter à la base, ou bien à un service distant, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors pour cela, donc on va s'intéresser particulièrement en fait à l'utilisation de Resilience 4J. Donc Resilience 4J, donc c'est une dépendance qui est très utilisée dans les architectures distribuées d'une manière générale, donc pour gérer tous les problèmes de tolérance aux pannes. Donc avec Resilience 4J, donc on pourra donc il offre un ensemble de choses, comme par exemple le circuit breaker. Alors en fait le circuit breaker, donc c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Généralement le circuit breaker, c'est un des patterns que je vais vous expliquer tout à l'heure. Généralement dans le circuit, en fait le circuit breaker, c'est que quand un service A par exemple veut faire appel à un service B, en fait
euh, si vous voulez, quand il n'y a pas de problème, c'est-à-dire quand le service A contacte le service B normalement, donc là, on va dire que ça, on est dans ce qu'on appelle le circuit fermé. Ben, le circuit fermé, c'est-à-dire que quand la communication passe dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand par exemple un service tente d'appeler un service et qu'il n'arrive pas, alors là, au lieu de générer des exceptions, nous allons profiter donc du circuit breaker pour qu'il gère, c'est-à-dire cette communication. Si vous voulez, on va voir, c'est un proxy qui va s'intercaler entre le service A et le service B et qui va essayer donc de gérer donc ces échecs. Donc en offrant donc on va dire un processus qui est défini dans le design pattern circuit breaker. Alors ça, on va le voir tout à l'heure. Également, on peut faire ce qu'on appelle un rate limiter. Souvent, parfois, on peut créer des API, des web services RESTful ou bien des services REST. Mais parfois, on veut limiter c'est-à-dire l'accès à une API. Donc, c'est-à-dire, on peut par exemple bloquer, c'est-à-dire que je voudrais que donner l'accès à un client, notamment via des clés souvent, mais après, donc, je ne veux pas que le nombre de requêtes dépasse un certain nombre. Donc, c'est-à-dire, dès que le nombre de requêtes, par exemple, par minute, ou bien par jour, ou bien par semaine, ou bien par heure, dès qu'elle dépasse une limite, donc j'arrête l'accès. Donc ça, c'est une façon de bien dimensionner la capacité de votre système. Alors il y a également time limiter. Donc ça, c'est notamment quand on veut faire appel à un service. Alors généralement, quand on fait appel à un service distant, c'est que souvent, parfois, c'est le service distant prend beaucoup de temps à répondre. C'est-à-dire que la requête prend beaucoup de temps. Donc on a besoin donc de configurer donc ce timer de façon à ce que par exemple voilà, donc dès que j'envoie la requête, je vais attendre une durée particulière. Quand le délai est dépassé, donc je vais considérer qu'il y a échec, et dans ce cas là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais basculer vers une solution alternative. Et également retry mécanisme. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très utile parce que souvent quand un service fait appel à un service, et parfois c'est quand il y a un échec, il attend un timer, et dès que ce timer est dépassé, il va essayer une deuxième fois, il va essayer une troisième fois, une quatrième fois. Donc ça, on peut le configurer à ce niveau-là. Donc le système de retry va nous permettre de configurer donc le nombre de fois que en fait c'est-à-dire ce service va essayer de tenter combien de fois avant de considérer qu'il s'agit d'un échec. Alors il y a également bulk heading. Donc ça, c'est très utile si on veut éviter par exemple beaucoup de requêtes concurrentes. C'est-à-dire si on veut par exemple que le nombre de requêtes qui arrivent en même temps ne doit pas dépasser une certaine dimension, donc on peut l'utiliser. Et également, en fait, Resilience Forgé offre également un cache. Ça, c'est important parce que généralement, le cache fait partie des solutions de tolérance aux pannes. Parce que souvent, quand vous utilisez un cache dans une méthode, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il retourne un résultat, ce résultat va être placé dans le cache. Donc, ce qui fait avec Resilience Forgé, donc on peut facilement mettre en place un cache. Et donc, ce cache-là va être exploité justement parfois par le circuit breaker, parce que quand il y a un échec, où est-ce qu'on va chercher la réponse? On peut parfois la chercher dans le cache. Donc ça, c'est le cache, souvent, il est très utile, c'est pour accélérer c'est-à-dire l'exécution des applications, parce que parfois on n'a pas forcément besoin d'aller chercher une information à distance, du moment que on est presque sûr que l'information qui se trouve dans le cache serait la même chose. Donc voilà, donc globalement, Resilience Forgé, donc c'est une solution de fault tolerance. Donc c'est une solution qui permet donc d'offrir tous ces mécanismes-là. Alors aujourd'hui, donc on va en fait s'intéresser à la partie la plus importante, parce qu'après les autres, vous allez voir, c'est le même principe. Donc on va juste voir comment les configurer. Donc on va s'intéresser au circuit breaker.
Donc, en fait, le circuit breaker, si vous voulez, c'est un design pattern, c'est un pattern qui permet de gérer donc les tolérances aux pannes, plutôt qui permet de gérer donc le problème de tolérance aux pannes. Alors comment? En fait, l'idée principale, comme je disais, c'est que en fait, quand un service A, vous avez un service S1 qui fait appel à un service S2. Alors généralement, en l'absence d'un circuit breaker, dans l'appel d'une méthode par exemple, alors quand on tente d'appeler s'il y a un échec, alors quand il y a un échec, généralement, il y a une exception qui est retournée. Et quand il y a exception, donc forcément, si on fait rien, donc ici ce qui va se passer, c'est que c'est dans l'application qu'on va gérer ce cas exceptionnel et on devrait apporter des solutions à cette exception. Et donc, parfois, donc ça nous permet de générer des messages d'erreur à l'utilisateur. Et parfois, il y a les exceptions qui vont se propager vers le front-end, donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est d'utiliser un circuit breaker. Donc, circuit SCB. En fait, le circuit breaker, on va voir, c'est tout simplement c'est un proxy qui fait que à chaque fois, par exemple, que je veux faire appel à un service 1 peut appeler la méthode, par exemple, d'un service 2, ben, généralement, l'appel se fait via le circuit breaker. Donc, c'est-à-dire que le service 1 fait appel au circuit breaker. Et après, le circuit breaker, lui, il va essayer de faire, au début, il va essayer de faire appel, par exemple, je veux appeler par exemple la méthode par exemple M1. Donc, il va tenter de faire appel à la méthode M1. Alors, tant que tout se passe bien, c'est-à-dire quand on est dans le cas normal, s'il y a un résultat, donc le résultat va être retourné directement à l'application, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il y a, par exemple, quand on tente d'appeler la méthode M1, et puis ici, quand on va appeler, comme c'est un service distant, le circuit breaker donc, va tenter d'appeler, et puis il y a un échec ici. Alors, quand il y a un échec, par exemple ici, soit une communication réseau, soit un problème, le service il est tombé en panne, l'essentiel, c'est que souvent, il va vous retourner une exception comme quoi l'accès il est impossible. Et bien tout simplement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, il y a une exception dans cet appel. Et quand il y a exception, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire le circuit breaker? Il va gérer son état. Alors en fait, ici, il va faire quelque chose en fonction de son état. Bon, en principe, le circuit breaker, il se trouve dans trois états. Donc il y a ce qu'on appelle l'état closed, c'est-à-dire l'état fermé. Alors, dans l'état fermé, si le circuit breaker est dans l'état close, ça veut dire que ça, c'est la situation normale. C'est-à-dire ici, donc, j'appelle le service et après, donc, je reçois des résultats. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais généralement, quand il tente d'appeler et qu'il y a un échec, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer de l'état close vers ce qu'on appelle vers l'état open. Donc, bien sûr, le passage de l'état close vers l'état open ne se fait pas uniquement au bout d'un seul échec. C'est-à-dire il va essayer la première fois, la deuxième, à partir d'un certain nombre de fois, si l'échec se répète, donc il va passer vers l'état open. Et quand il va passer vers l'état open, selon bien sûr c'est-à-dire selon un seuil, et dans ce cas-là, s'il est dans l'état open, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement il ne va, à chaque fois qu'on lui demande par exemple à chaque fois que je lui demande d'appeler la méthode M1, bah, il va plus essayer de faire ça. Bah, il va tout simplement retourner un résultat par défaut, c'est-à-dire il va faire appel à un cache ou bien il fait appel à une callback méthode qui fait que maintenant ce résultat là, donc on va le chercher dans le cache par exemple, et après on va donner le résultat. Et donc le circuit breaker va rester dans l'état open pendant une durée. Et tant que cette durée-là, donc qui est configurable, n'est pas dépassée, dès que par exemple il est dans l'état open pendant par exemple 30 secondes,
Ici, au bout de 30 secondes, après 30 secondes, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il reçoit une requête, il va essayer quand même de faire appel au service. Alors, si encore ça échoue, il revient vers l'état open. Il va rester encore 30 secondes et après, il va essayer pour les autres requêtes. Mais par exemple, quand il est dans l'état open, quand il va réessayer et que ça passe, et dans ce cas-là, il va passer vers ce qu'on appelle. Donc, s'il est dans l'état open après une durée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après une durée, il est dans l'état open, il passe vers l'état ce qu'on appelle half open, c'est-à-dire semi-open. Alors, dans l'état semi-open, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans l'état semi-open qu'il va tenter de faire appel de temps en temps au service. Alors maintenant, quand je suis dans l'état open, si les appels échouent toujours, c'est-à-dire s'il y a toujours des échecs dans les appels, ben dans ce cas-là, il va revenir encore vers l'état open. Donc ici, si l'échec dépasse par exemple un seuil, le taux d'échec dépasse un seuil, il revient vers l'état open. Il va rester encore dans l'état open après une durée de, par exemple, de 30 secondes. Il va revenir vers l'état semi-open. C'est dans l'état half open, c'est là où il va commencer à essayer. Si jamais c'est-à-dire l'appel passe sans problème, et bien à ce moment-là, quand c'est-à-dire le taux d'échec, si vous voulez, c'est-à-dire est inférieur à un seuil qui est minimal, on va considérer qu'on est dans la situation normale. Donc dans ce cas-là, il va revenir vers l'état closed. Et à partir de l'état closed, donc encore c'est dans la situation normale, ainsi de suite. Donc globalement, le pattern, en fait, circuit breaker gère trois états. L'état fermé, l'état ouvert et l'état semi-ouvert. Donc après, quand il est dans un état, généralement, il va essayer, donc il a un comportement qui va différer en passant de l'état à l'autre. Alors ça, dans le cours des design patterns, il y a un design pattern qui s'appelle state, qu'on aura l'occasion de voir, et après on va voir comment gérer par exemple, comment créer des composants comme ça qui permettent d'avoir un comportement en fonction de son état. C'est-à-dire le circuit breaker, c'est un objet. S'il est dans l'état closed, il va se comporter d'une façon. S'il est dans l'état open, il va se comporter d'une autre façon. Et s'il est dans l'état half open, il va se comporter avec une autre façon. Donc ça, c'est les concepts de base, mais en principe, donc on a à peu près ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que vous avez en fait un service qui veut faire appel à un autre service. Généralement, si l'appel est géré par un circuit breaker, donc le circuit breaker il a un state. Donc quand on fait appel on demande d'exécuter une fonction, en principe le circuit breaker c'est lui qui va appeler la fonction. Si le service retourne un résultat normal, donc dans ce cas-là tout se passe bien. Mais quand par exemple on tente d'appeler la fonction et que l'appel de la fonction va générer une exception, alors dans ce cas-là ici on va changer l'état, c'est-à-dire le circuit breaker au bout d'un certain nombre d'échecs il va changer de state, et quand il va changer de state ça dépend, est-ce qu'il est dans l'état ouvert ou bien dans l'état semi-ouvert. Et dans ce cas-là, il va essayer donc de chercher ce qu'on appelle les callbacks. C'est-à-dire, au lieu d'appeler la vraie méthode, la fonction elle-même, il fait appel à une fonction qu'on appelle les callbacks. C'est-à-dire, c'est une fonction locale qui va souvent tenter de chercher le résultat en local, à partir d'un cache ou à partir d'un autre service, etc. Donc, ce qui va nous donner ici, default result. C'est-à-dire, si tout se passe bien, j'ai le vrai résultat. S'il y a un échec, tout simplement l'application va recevoir default result, c'est-à-dire ce qui est défini par défaut via le circuit breaker. Alors pour travailler avec Resilience 4J, donc vous aurez besoin d'ajouter cette dépendance dans votre projet. Donc c'est Spring Cloud Starter Circuit Breaker Resilience 4J. Et puis, vous aurez besoin d'utiliser quelques annotations qui vont vous permettre de configurer le circuit breaker. Alors, si vous vous rappelez, par exemple, nous avons un service pas account, mais billing service, par exemple. Si je prends le service billing service, donc à un moment donné, quand je veux une facture, quand j'appelle le service de facture,
ben, le service de facturation, il a besoin de faire appel au service Customer Service pour récupérer les informations sur le client. Donc là, il y a une communication qu'on a gérée via une interface OpenFIN. Et cette interface OpenFIN, c'est celle-là que nous avons ici. Donc Find Client. Donc il va chercher en fait les réponses à partir du service Customer Service. Et puis ici on a déclaré des méthodes. Par exemple ici il y a une méthode Find Customer by ID. On va lui donner le ID du customer. Et après c'est OpenFIN qui va envoyer la requête vers Customer Service. Il récupère le résultat. Et à la fin il va me retourner le résultat sous forme d'un customer ou bien customer response DTO. Mais en tout cas ici, dans notre cas, nous avons la classe customer ici. Et donc maintenant, si on veut gérer, c'est-à-dire cet appel, on voudrait gérer cet appel-là, cette communication via un circuit breaker, ben c'est très simple. On va juste ajouter une annotation à la méthode dans laquelle la méthode dans laquelle on fait appel à un service distant. Et bien tout simplement, on va lui coller une annotation circuit breaker. Donc après, on va donner un nom au circuit breaker. Donc ici, on va l'appeler Customer Service. Alors pourquoi le nom? Parce qu'on va voir le circuit breaker et il faut le configurer. Le timeout, tout ça, il y a plein de paramètres que vous pouvez configurer si vous ne voulez pas prendre la configuration par défaut. Donc, et du coup, vous aurez besoin quand vous créez un circuit breaker, de lui donner un nom. Et comme ça, quand vous configurez vous faites dans la configuration, vous allez voir ici, ça c'est le nom du circuit breaker qui va se trouver dans la config. Donc ici, donc vous avez circuit breaker, le nom, et après vous avez fallback method. C'est-à-dire que quand il y a un échec, c'est-à-dire vous voyez donc le circuit breaker, comment il va gérer ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il appelle le service et quand il y a une exception, et bien tout simplement, il ne va pas retourner l'exception à l'utilisateur, mais il va faire appel à une méthode, une callback méthode. Donc ça c'est si vous voulez, fallback méthode ou callback méthode. Donc c'est-à-dire quand il y a un échec, quelle est la méthode qui va être appelée. Alors par exemple, dans notre cas ici, on va faire appel à une méthode qui s'appelle getDefaultCustomer. Alors getDefaultCustomer, donc vous pouvez la définir quelque part dans un objet, mais ici, comme on est dans l'interface, on va définir ici une méthode qu'on va appeler getDefaultCustomer, par exemple. Alors je sais que getDefaultCustomer, il reçoit le paramètre qui est le Customer ID, donc je vais déclarer ici Customer ID, et plus un paramètre qui est obligatoire, qui est l'exception. Alors pourquoi tout simplement l'exception? Parce que le circuit breaker, quand il fait appel à la méthode, il récupère l'exception. Et bien quand il fait appel à la fallback méthode, si vous voulez, quand il l'appelle, il lui transmet les paramètres plus l'exception. Et comme ça, dans le fallback méthode, on a l'exception. Si on veut, par exemple, consulter l'exception pour voir qu'est-ce qu'il contient, quel type d'erreur, etc., etc. Donc, on a cette possibilité. Donc, ce qui fait que dans les fallback méthodes, vous avez donc le deuxième paramètre, un paramètre exception qu'il faut toujours transmettre. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il y a un échec, j'appelle cette méthode. Et dans ce cas-là, cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tout simplement retourner un customer avec le même ID qui est demandé, avec une email par défaut. Bon, j'écris quelque chose comme noname@gmail.com. First name, c'est default first name. Last name, et donc je mets par exemple default last name. Donc c'est-à-dire je peux chercher un objet par défaut ou tout simplement aller vers un cache ou bien aller vers une base de données locale pour récupérer la dernière valeur, par exemple les dernières informations de ce customer par exemple qui a été utilisé. Donc ça c'est comme ça qu'on va utiliser circuit breaker. Et après on va voir la même chose, par exemple le mécanisme de retry. Par exemple la méthode search customers, quand on va appeler la méthode search customers, et bien cette méthode là, si par exemple il va échouer une première fois, c'est-à-dire quand on va l'appeler et donc c'est-à-dire s'il y a un échec la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quand il y a un certain nombre d'échecs, ben on a besoin tout simplement de configurer donc le mécanisme de retry
on spécifie donc ça c'est le service qu'on va configurer également, et on spécifie également la fallback méthode. Donc la fallback méthode, c'est justement get default customers qui permet de retourner une liste de customers. Ici, donc c'est une liste qui est vide. Voilà. Donc c'est-à-dire l'essentiel, c'est que quand on va essayer, il y a erreur, le mécanisme de retry, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore essayer une deuxième fois, il y a erreur, il va essayer une troisième fois, il y a erreur, et quand il y a, par exemple, quand le nombre d'essais dépassé, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait appel directement ici à une méthode locale qui va retourner un résultat par défaut qui est celle que vous voyez ici. Donc ça c'est le principe n'est pas assez compliqué. Après la configuration, pour la configuration, donc on aura besoin d'abord de Actuator, parce que Actuator on l'a déjà dans nos services. Si vous voulez consulter l'état par exemple d'un circuit breaker via Actuator, donc ça on va voir comment le faire. Et on aura besoin donc d'activer le circuit breaker, donc enabled at true. Et donc si vous voulez que le circuit breaker s'enregistre dans Actuator, notamment avec le endpoint health, c'est-à-dire quand vous faites appel à health, donc si vous voulez que health vous retourne si vous voulez vous retourne le détail par exemple des circuit breakers que vous avez, et bien tout simplement on va utiliser ici donc show details always. Il va vous retourner beaucoup de détails, y compris celle du circuit breaker. Et puis donc notre circuit breaker donc que vous avez ici, ben, on a besoin de configurer. Normalement il y a une configuration par défaut, mais sinon vous pouvez la personnaliser. Par exemple ici Resilience 4G, Circuit Breaker, Instances, Customer Service. Donc ça c'est le nom du Circuit Breaker. Register Health Indicator égale à true. C'est-à-dire que l'état de ce Circuit Breaker, on voudrait l'enregistrer dans Actuator, notamment. Ce qui fait que quand vous allez consulter, on va voir quand vous mettez /health, ben vous allez avoir le détail, c'est-à-dire l'état, vous pouvez consulter l'état de ce circuit breaker. Et puis donc vous avez d'autres paramètres, notamment customer buffer size. Donc ça c'est, on va mettre 10 parce qu'en fait il fait un calcul en utilisant un buffer, c'est-à-dire il va dans une mémoire tampon, il va garder une dizaine de requêtes, c'est-à-dire la taille c'est 10, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a 10 requêtes, c'est à partir de nombre d'échecs et le nombre c'est-à-dire de réussite des requêtes, et il va décider est-ce qu'il va passer vers l'état par exemple open ou bien closed ou bien semi half open. Alors ici donc maintenant quand est-ce qu'il va par exemple basculer de l'état closed vers l'état par exemple vers l'état open? Et bien tout simplement il y a ce qu'on appelle un threshold. Donc ici c'est 50%. Alors 50%, c'est-à-dire si 50% de requêtes échouent, si parmi les 10 requêtes par exemple il y en a 5 qui vont échouer, alors dès que je dépasse 50%, ben, je considère que je vais basculer vers l'état open. Et bien sûr dans l'état open, parce qu'il y a tellement des échecs, ça sert à rien de perdre le temps. Ben, c'est comme si vous appelez quelqu'un par téléphone. Quand vous l'appelez la première fois, elle ne répond pas, la deuxième fois, elle ne répond pas, la troisième. Au bout de la cinquième fois, vous n'allez plus essayer de l'appeler. Et bien tout simplement, vous allez chercher à donner des réponses de vous-même. Mais dès que vous attendez le time out, et donc ce time out là, s'il est dépassé, vous allez encore essayer de l'appeler. Donc c'est à peu près l'idée principale, c'est ça. Donc ici le minimum d'appels, ici donc vous pouvez le configurer ici 5, c'est-à-dire que il attend minimum 5 appels pour décider est-ce qu'il va basculer de l'état fermé à l'état ouvert. Et ici vous avez automatic transition from open to half open enabled égale à true, c'est-à-dire ici le passage, c'est ce que vous voyez, donc le passage de open vers half open. Donc vous voyez ici la transition, c'est une durée. Donc ici c'est
Donc s'il est dans l'état open, quand ça dépasse par exemple un timeout, 30 secondes, ou bien je sais pas quoi, 20 secondes, 10 secondes, ça dépend ce que vous voulez configurer, ben, automatiquement il passe vers l'état half open. Alors justement, donc ça c'est ici on va garder 5 secondes, c'est-à-dire il attend dans l'état open state, il attend 5 secondes avant de passer vers half open. Donc ça c'est à vous de la configurer. Et puis vous avez quoi d'autre? Number of calls in half open state. C'est-à-dire quand je suis dans l'état half open state, ici, ici il va combien d'appels qu'il va faire. C'est-à-dire quand il reçoit une requête, parce que dans le half open, c'est-à-dire parfois il appelle directement le cache et parfois il va appeler le service distant pour essayer si ça marche. Alors ici donc combien d'appels, donc ici 3. Bon, ça c'est presque la même chose ici, donc c'est slide in window size. Donc ici, c'est-à-dire la taille, parce que normalement on est en train de faire des calculs sur une fenêtre de 10 requêtes, de dimension 10. Et après, donc slide in window type count based, c'est-à-dire ici on calcule, c'est-à-dire le calcul, c'est-à-dire dans Windows C, se fait via des requêtes. C'est le nombre, c'est-à-dire on décide le passage d'un état à l'autre en se basant sur le nombre de requêtes, c'est-à-dire count based. Parce qu'après, on peut se baser sur le time, on peut se baser sur la durée, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Voilà. Alors ça c'est pour vous voyez donc tout ça, toute cette configuration là, donc même si vous la mettez pas, vous avez des paramètres par défaut, mais après si vous voulez la configurer vous-même selon la haute disponibilité de votre service, donc forcément vous aurez besoin parfois d'aller vers la config et de changer. Alors ici pour le cas de retry, donc ici vous pouvez configurer par exemple combien de fois on va essayer, 4 fois. Et ici que le temps la durée d'attente ici c'est 5 secondes. Pour chaque essai j'attends 5 secondes, s'il ne répond pas j'essaie une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et après c'est à ce moment là que je bascule vers le default, plutôt vers la fallback méthode. Voilà, alors je pense que ça c'est ce qu'il faut savoir. Alors maintenant on va essayer de voir ça dans dans notre exemple de préférence. Bon. Alors je vais retrouver le projet de la dernière fois. On va essayer de le démarrer. Alors ça c'est celui-là je pense. Ça doit être celui-là. Alors je rappelle qu'en fait nous avons cette architecture que nous avons ici. Nous avons créé donc ces services là. Donc je vais essayer d'abord de démarrer les services. Donc je commence d'abord par dans le démarrage, on commence toujours par Discovery, le service de configuration, deuxième, et après dans notre cas on va démarrer le service Customer Service en troisième lieu, et le service Inventory Service en quatrième lieu, et puis le service Billing Service en cinquième lieu, parce que lui au démarrage, si vous vous rappelez, au démarrage il va essayer de contacter les autres services, et puis on va démarrer le service Gateway Service à la fin, avant de... Alors, cet ordre-là, je le fais ça manuellement parce que quand on va travailler avec Docker Compose, cet ordre-là, on va essayer de le mentionner quelque part parce que quand fait Docker Compose App, donc Docker Compose a besoin de savoir quel est le service qu'il va démarrer et il y a également est-ce qu'il va attendre jusqu'à ce qu'il démarre avant de passer au service suivant, etc. Alors tout ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer par la suite via Docker Compose. Donc voilà, donc ce qui fait, j'ai ici donc le projet, donc je vais essayer de le démarrer. Alors on démarre d'abord via en fait Discovery Service.
Donc j'ai Discovery Service, donc j'ai ensuite Customer Service. Donc là, il est démarré sans problème. Alors Customer Service, il est là. Alors Customer Service, il n'est pas démarré sans problème. Pourquoi? Parce que normalement, avant de démarrer Customer Service, il faut démarrer config service, parce que nous avons en fait les autres services au démarrage, ils vont chercher la configuration au niveau de config service. Donc ce qui fait, il faut d'abord démarrer le service de configuration. Voilà. Et je reviens pour démarrer. Le service de configuration n'est pas démarré. Alors pourquoi? Non, ça c'est le service de configuration, il est démarré, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je reviens vers Customer Service et je démarre. Alors c'est important de démarrer ça manuellement parce qu'après, quand vous allez essayer d'automatiser ça, donc vous aurez un peu ces réflexes dans l'automatisation, comment on va essayer d'automatiser tout ce qu'on est en train de faire. Alors ensuite, on va démarrer Inventory Service. Donc, vous voyez donc toujours votre schéma, il doit être à côté. Alors après Inventory Service, donc je vais démarrer maintenant Billing Service. C'est fait. Et après je démarre la gateway. Alors Billing Service n'est pas démarré. Alors pourquoi? On va regarder. Alors ici donc vous voyez donc au démarrage. Alors on voit bien. Alors regardez bien. Au démarrage donc notre service Billing Service, et il va tenter de chercher la liste des produits parce qu'on a besoin de créer quelques factures au niveau de la base de données. Et là ça a échoué. Donc et après donc de préférence de tester comme ça. Alors ici vous faites par exemple 8761, ça c'est Discovery Service pour voir d'abord est-ce que vous avez les services sont enregistrés. Donc ici il n'y a pas de problème. Par exemple Customer Service il est enregistré avec son adresse IP. Donc je peux éventuellement voir est-ce que je peux arriver par exemple à consulter IPI/customers. Alors vous voyez donc là il n'y a pas de problème. Inventory Service, j'ai ici avec son adresse IP. Donc si je vois ici IPI/products, vous voyez ici donc là ça marche également. Alors du moment que ça marche ici, donc il n'y a pas de raison pour qu'il puisse pas le contacter. Donc ce qui fait ici, donc je dois redémarrer, ça devrait marcher. Alors parfois ce qui arrive c'est que quand vous démarrez un service, il faut attendre jusqu'à ce qu'il démarre complètement. Donc vous voyez ici, donc là il n'y a pas de problème. Donc il l'a contacté, donc il a récupéré les produits. Et puis donc quoi d'autre, la gateway. Pas de souci. Alors donc on a démarré donc les éléments. Et après donc nous avons un endpoint qu'on va tester ici. C'est dans notre cas c'est localhost. La gateway c'est je pense c'est 88888. Alors nous avons créé un endpoint, c'est billing service /bill/1. Alors ça c'est le point de test principal. Alors je vous rappelle que c'est-à-dire ce endpoint que vous avez ici, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de consulter une facture. Donc ici nous sommes en train de demander, à partir de notre client, nous sommes en train de demander à la gateway, je veux la facture numéro 1. Et après la gateway va envoyer la requête. Bien sûr la gateway, vous voyez ici donc il va d'abord consulter Discovery Service pour récupérer l'adresse. Parce que là on connaît que le nom du service. Il récupère l'adresse du service Billing Service. Et ensuite, il va faire appel à Billing Service pour demander la facture.
Alors, Billing Service, lui, pour générer la facture, il a besoin de faire appel à Customer Service pour récupérer des informations sur le client. Et il a également besoin de faire appel à Inventory Service pour récupérer des informations sur les produits avant de générer la réponse et qui sera retournée vers le client. C'est exactement ce que nous avons fait ici. Voilà. Alors nous avons la facture, des informations sur la facture. Vous voyez donc pour chaque product item, nous avons bien les informations sur le produit. Ça, on a déjà testé. Et après, nous avons également les informations sur le customer. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors pour le moment ici, le problème, c'est que tant que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un échec, ben, je vais par exemple arrêter Customer Service. Supposons que Customer Service a échoué, donc je vais l'arrêter, forcer de l'arrêt. Et si vous tentez d'accéder maintenant à Billing Service, ça ne marche plus. Vous voyez donc vous avez une exception 500. C'est normal parce que Customer Service, plutôt Billing Service a tenté de contacter Customer Service ici. Je vais effacer tout ça. Donc vous voyez donc j'ai appelé Billing Service. Billing Service a été appelé. Ici on va faire, il appelle Customer Service, mais ici il y a un échec. Et comme il y a échec, il y a une exception. Et le résultat, c'est qu'on voit que notre système a échoué. Alors nous, on ne veut pas que ça échoue et il faut retourner un résultat par défaut. Donc c'est là, on va essayer de voir comment on va utiliser donc notre circuit breaker. Alors pour utiliser le circuit breaker, donc je rappelle au niveau de Billing Service, nous avons utilisé OpenFine avec les deux interfaces ici. Vous avez une interface Customer REST Client qui permet de communiquer avec Customer Service. Donc vous avez deux méthodes. Get Customer by ID, vous avez Get All Customers. Et donc, quand on appelle cette méthode-là, c'est là où l'échec peut venir. Donc ici, on va utiliser un circuit breaker sur ces méthodes-là. Alors pour cela, il faut d'abord intégrer donc la dépendance Resilience4j. Bah, si vous voulez chercher la dépendance Resilience4j, vous pouvez faire start.spring.io et vous cherchez. Ça va, vous m'entendez? Oui, monsieur. Ok, alors on va chercher une dépendance ici, Resilience4j, Explore, et après vous pouvez prendre la dépendance, il est là. Et on va l'ajouter au fichier POM XML. Actualiser. Donc une fois que cette dépendance est là, on va l'utiliser dans notre interface ici. On va faire utiliser la notation circuit breaker. On va lui donner un nom. On va l'appeler par exemple ici Customer Service. Customer Service Circuit Breaker. Bon, si vous voulez pour ne pas SCB. Ici, et après vous avez fallback méthode. Alors maintenant, c'est-à-dire quand ça échoue, ben, on ne va pas retourner l'exception, mais on fait appel à une méthode qu'on va appeler getDefault Customer. Alors ce qui fait que cette méthode-là, on va la définir ici. Ici, c'est une méthode qui est... Alors vous savez, dans une interface, on peut définir aussi des méthodes, des implémentations par défaut, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ici, Default Customer. Get Default Customer. Donc vous prenez le même nom ici. Alors le circuit breaker, quand il appelle Get Default Customer, il va lui transmettre les paramètres de la méthode, les ID, donc forcément. Mais également, il va transmettre l'exception. Comme quoi il y a une exception, exception exception. Alors ça c'est les deux paramètres. Alors maintenant ici donc si ça échoue, je vais supposer que je vais retourner un simple client new customer. Alors customer. Alors ici donc je pense dans la classe customer on n'avait pas de builder. Je vais voir. Nous avons créé une classe customer ici. Je vais ajouter la notation builder. Un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Bon, pas obligatoire mais on peut le laisser. Peut être utile.
Et puis donc je reviens ici, donc je vais utiliser customer.builder.build. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pas new. Return directement customer.builder.build. Et on va dire à quoi est égal le ID. Alors le ID, donc je vais prendre le même ID qui est demandé. Name, on va dire par exemple default name. Normalement ce default name, on peut par exemple ici le chercher dans un cache. Et email, on va l'appeler pour le moment default email. Voilà, alors ça c'est on va dire qu'on a créé notre circuit breaker. On a juste besoin de le configurer ici dans le fichier application properties. Bon, normalement on va ajouter ici une configuration ici, mais après la même chose, cette configuration on va la centraliser au niveau du service de configuration, mais pour le moment on va la faire ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans la config? Donc on voit ici, vous avez ça, management health circuit breaker enabled. On va l'activer. Vous avez la deuxième, c'est plutôt la deuxième, c'est end.health show details égale always. End.health show details. Ça c'est always. Je pense c'est tout. Oui, on a besoin de celle-là. Donc c'est Resilience 4G Circuit Breaker. Alors Resilience 4G Circuit Breaker. C'est un peu long. Circuit Breaker Instance Customer Service. Instance. Notre service s'appelle Customer. Plutôt notre Circuit Breaker s'appelle Customer. Customer Service Circuit Breaker CB. Je pense que c'est ce que nous avons spécifié ici. C'est celui-là. Et après, on va spécifier le paramètre register indicator égal à true. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'état du circuit breaker, on voudrait l'enregistrer via Actuator. Mais je pense que pour ce service-là, on a oublié si vous voulez, Billing Service, on a oublié Actuator. On n'a pas ajouté. J'ai remarqué tout à l'heure que on avait oublié Actuator, on l'avait pas. Donc on va ajouter cette dépendance de Actuator. Alors Actuator. Donc ici close. Actuator. Explore. Normalement, Actuator, on devrait l'avoir sur tous les services. Donc, je pense qu'on l'avait oublié. Actualiser. Donc, voilà. Donc, ici, il va enregistrer. Donc, bien sûr, son état, l'état du circuit breaker dans Actuator. Alors, pour le moment, on va garder cette configuration. Mais les autres paramètres que vous voyez ici, bah, ça, il y a des valeurs par défaut. On va garder les valeurs par défaut, mais après vous copiez ça dans le support et vous essayez vous-même de changer. Donc c'est si vous voulez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre service d'abord, Customer Service, parce que je l'ai arrêté. Et puis je vais redémarrer
billing service. Alors customer service a échoué, pourquoi? N'avez pas se connecter. Alors customer service, non, ça c'est bon. Alors ici billing service, on va le redémarrer. Alors cette fois-ci billing service a démarré. On va essayer de tester. Alors regardez, donc si j'appelle maintenant la facture 1, donc là il n'y a pas de problème. Donc je vois bien ici customer a été récupéré, il a récupéré les produits. Et puis si vous voulez voir l'état du circuit breaker, on va faire slash billing service slash actuator slash health. Alors voyez donc actuateur health, voyez donc il nous affiche d'habitude il vous affiche que soit up ou bien down. Alors ici du moment que nous avons demandé d'afficher le détail, vous voyez ici nous avons demandé d'afficher le détail de health, ben, il vous donne beaucoup de détails qui sont utiles pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne, parmi les informations, vous voyez, il vous donne l'état de ce qui se passe pour Discovery Service, pour plein de choses, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre circuit breaker qui s'appelle Customer Service CB. Alors, si vous voyez ici, il y a le state. Alors, vous voyez donc le state. Ici, je vois qu'il est dans quel état? Pour le moment, il est dans l'état close. Donc, ça, c'est cet état, close. C'est normal parce que quand on a essayé d'appeler le service, il n'y a pas d'échec. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc, tant que tout marche bien, actualisez. Votre circuit breaker, il est dans l'état close, normal. Alors maintenant, supposons, on va créer un échec. Alors ici, donc, je vais arrêter Customer Service, je vais l'arrêter. Je vais forcer l'arrêt de Customer Service. Et puis, je reviens vers le service, je vais demander une facture. Alors regardez, ça n'a pas échoué, mais par contre à la place de customer j'ai default customer. Donc, vous voyez donc il n'y a pas d'échec, donc c'est-à-dire il n'y a pas d'exception parce que le fallback a fonctionné. Si je consulte l'état du circuit breaker, vous voyez il est toujours dans quel état? Close. Pourquoi? Parce que pour le moment il y a un seul appel, mais supposons ça échoue, vous faites actualiser plusieurs fois. Alors ça marche. De toute façon, ça marche toujours, mais avec un état. Maintenant, si vous actualisez, il est toujours à l'état close. Donc, il faut dépasser le nombre de requêtes minimales qui sont définies dans la configuration par défaut. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle c'est bien de définir la config, parce que les paramètres par défaut, parfois vous trouverez des 15 secondes, 30 secondes. Vous êtes obligé c'est-à-dire que vous avez quelque chose pour l'utilisateur, voilà, donc il reçoit toujours une réponse, mais en réalité, il y a un échec qu'on a bien géré. Donc actualiser. Alors ça c'est forcément, il y a dans la configuration qui est définie par défaut, il y a un timing, donc vous voyez donc c'est-à-dire le taux, le threshold il est à 50%. Vous avez le nombre de requêtes qui sont, il y en a 68, le nombre combien qui ont échoué, c'est 62. Vous voyez, donc ça vous donne une idée. Donc le circuit breaker, lui, il est en train de mesurer un peu ce qui se passe, mais ce qui fait qu'à un moment donné, forcément, il va passer à l'état closed, à l'état open. Voilà. Alors ici, donc, vous voyez donc le nombre de requêtes. Vous voyez donc, je pense que c'est dans la configuration par défaut, le nombre de requêtes à partir desquelles il décide de basculer, c'est 100. C'est-à-dire dès qu'il y a une centaine à partir de 100 requêtes, parce que dans notre configuration ici, nous avons défini 10, si vous vous rappelez. Vous voyez, ça c'est 10. Mais par défaut, c'est pas 10, c'est 100. La même chose ici.
C'est-à-dire que le calcul ne se fait que à partir de quand le nombre de dans le buffer, quand le nombre d'appels dépasse 100. Donc vous voyez ici, il est dans l'état open, actualisé open. Alors maintenant, du moment qu'il est dans l'état open, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle? Eh ben, il me donne toujours la réponse par défaut, mais cette fois-ci dans l'état open, il ne va pas essayer d'appeler le service. Donc c'est-à-dire, il va pas se casser la tête. Il appelle directement, il vous retourne la réponse par défaut. Alors la réponse par défaut, mais il y a un timeout. Un timeout dans lequel le circuit breaker va rester dans l'état open avant de passer à semi-open. Donc ce timeout là, ici on l'a pas configuré, donc on va attendre. C'est pour cette méthode là, et vous pouvez faire la même chose pour l'autre méthode. Alors ici donc vous pouvez faire par exemple ici un get all customer, vous pouvez faire encore un circuit breaker. Name c'est le même avec si vous voulez la même configuration. Ici fallback méthode, j'appelle une méthode que je vais appeler get all default customers. Donc default. Alors ici la méthode il retourne un objet page model, donc je vais garder le même type, il faut faire attention à ça. Page model de customer, c'est get default customers. Alors obligatoirement il doit recevoir un objet exception. Ici je vais retourner une liste qui est vide. Par exemple ici je suppose que je vais utiliser donc page model par exemple pour empty. Voilà. Alors ça peut marcher aussi. Alors je vais revenir à l'état de mon circuit breaker. Il est toujours en open. Monsieur, Oui. je pense, si j'ai bien compris, je pense qu'il faut ajouter retry. Non, La note. retrait, ça c'est autre chose. Ce sont deux concepts qui sont différents. Donc, en fait, si vous voulez, dans le Resilience 4J, ben, il vous offre ça. Bon, le circuit breaker, c'est un pattern à part. Ça, c'est un autre pattern. Ça, c'est un autre pattern. Retrait, c'est un autre pattern. C'est-à-dire que c'est deux choses séparées. Vous pouvez utiliser le circuit breaker plus retry en même temps. C'est-à-dire dans la même méthode, vous faites les deux. Alors en fait, dans le slide, je vous ai juste montré comment utiliser les deux comme ça, séparément, mais ici, je peux mettre circuit breaker et je peux mettre retry, circuit breaker et je peux mettre encore, je peux encore ajouter d'autres annotations, etc. Donc vous voyez, donc je peux ajouter encore time limiter, je peux ajouter cache. Donc c'est à peu près le même principe pour les autres, mais pour le moment il faut juste comprendre ce principe-là. Voilà. Alors ça c'est je pense que ça c'est notre. On est dans les. Maintenant il est de statut c'est open. Alors il est open. Alors maintenant on va essayer de le démarrer. On va le démarrer parce que ici on n'a pas configuré, si vous rappelez, on n'a pas, bon, je l'ai présenté mais on n'a pas fait ça, c'est-à-dire la transition automatique, ça on l'a pas fait, vous voyez, automatic transition. Si vous le faites, vous allez voir, parce que ici depuis tout à l'heure qu'on essayait, ça n'a pas marché, mais j'ai oublié que en principe ça devrait pas marcher, hein. Alors pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce qu'on n'avait pas configuré, c'est-à-dire la transition automatique de voilà, c'est bon. Maintenant on a dépassé. C'est comme s'il est en train de m'écouter. Donc on a dépassé donc c'est-à-dire le nombre maximum, c'est-à-dire l'échec il a dépassé un seuil, donc on est passé sur half open. Alors maintenant au niveau de half open, supposons maintenant je rétablis le service. Alors si je rétablis le service, customer service,
Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand j'appelle la facture, vous voyez, maintenant le service il est à démarrer, mais il me donne toujours default customer. Pourquoi? Parce que quand je suis dans half open, vous voyez, c'est-à-dire euh, il va faire un certain nombre de requêtes, il va pas les envoyer. Il va passer d'abord un ensemble de requêtes en local. Il va pas essayer, mais à partir d'un certain nombre de requêtes, vous voyez donc si vous regardez, je suis toujours dans l'état plutôt open. Alors, mais par contre, si j'essaye, alors je vais réduire la taille, comme ça je peux voir un peu. Alors, actualiser. Alors, vous voyez bien, parce qu'on n'a pas configuré, donc on est obligé d'utiliser les paramètres par défaut. Et les paramètres par défaut, alors forcément, il faut, c'est-à-dire, quand je suis dans Open, il faut au moins, il va rester sur Open jusqu'à ce qu'il expire le nombre de requêtes maximum. Alors, maintenant, oui, il est en half open. Du moment qu'il est en half open, maintenant, voyez, donc ici, quand il est en half open, c'est-à-dire, il va de temps en temps essayer. Quand il essaye, maintenant, ça a marché. Et si ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Tant que ça marche, c'est qu'à un moment donné, si le nombre de requêtes qui fonctionnent marche bien, en principe, le circuit breaker va passer à l'état fermé. Donc, ainsi de suite. Donc, ça, c'est... Bon, mais comme je disais, donc ça mérite quand même de revoir cette config et d'essayer donc de changer les paramètres, etc. Mais le principe, il est très simple ici. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors, oui, Monsieur, oui, s'il vous plaît, j'ai une question. oui. Bah, prenons le cas que je suis un commercial et là j'ai un client devant moi qui demande sa facture. Oui. Alors en utilisant ce pattern, normalement lors de l'établissement de la facture, on aura default name. C'est pas Mohamed. Oui, alors maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, dans cette méthode-là, get default customer, en réalité, on va pas faire, on va pas faire default name. C'est que ici, il faut chercher le customer dans le cache. C'est-à-dire, en réalité, bon, c'est-à-dire, si vous allez vers cette méthode-là, ici, cette méthode, comme ça, et vous ajoutez la notation cache. Voyez, vous avez cache, alors cache, c'est pas de hibernate, parce qu'en fait, il y a cacheable, cache. Alors cacheable de Spring, vous avez Spring, tout ça, c'est, voilà. Alors déjà au niveau de Spring, vous pouvez définir le cache. Et quand vous mettez cette méthode, elle est cacheable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous appelez une fois au service, vous récupérez l'information sur le customer, ben le customer il va le placer dans le cache. C'est-à-dire qu'en réalité, après par la suite, on va pas faire ça. Mais on va plutôt récupérer la donnée qui se trouve dans le cache. D'accord, c'est quand on va récupérer la donnée réelle, c'est bien. Exactement, c'est qu'il faut récupérer vraiment les vraies données du client. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Alors ici, donc, dans un premier temps, je ne vous conseille pas de combiner, les retries, les caches et tout ça. Vous testez d'abord le circuit breaker parce que c'est le plus important. Une fois que vous l'aurez compris, par la suite, vous allez maîtriser facilement la combinaison. Parce que parfois, quand vous combinez beaucoup de choses, beaucoup d'annotations, à un moment donné, vous aurez du mal à comprendre, surtout s'ils ne sont pas bien paramétrés, vous aurez du mal à comprendre le comportement c'est-à-dire de la solution de tolérance au panne. Voilà. Alors ça je pense que c'est les choses qui restaient pour cette partie-là. Il y a d'autres détails bien sûr, mais on va y revenir quand on va passer à la partie déploiement.
Mais je pense ça c'est pour le moment c'est suffisant pour voir, je pense. Vous pouvez voir un peu les différents écrans que vous avez ici. En tout cas, c'est bon. Alors pour aujourd'hui, donc ça va être très court comme la dernière fois. Donc parce que j'ai un empêchement, je suis obligé de quitter. Et donc voilà. Donc on va dire c'est pour aujourd'hui. Donc ça c'est une idée principale sur comment faire la gestion des tolérances aux pannes. Et donc dans le futur, donc ça va devenir une culture pour vous. Donc à chaque fois que vous êtes dans des systèmes distribués, rappelez-vous bien, donc en fait Resilience 4G, c'est l'une des solutions les plus populaires et qui sont très bien faites pour gérer donc le système de tolérance aux pannes. Alors bien sûr aujourd'hui je n'ai pas parlé des détails de rate limiter, time limiter, etc., etc. Mais comme je disais, donc le plus important c'est circuit breaker. Si vous l'aurez compris, et bien tout simplement les autres vous pouvez les appliquer facilement sans problème. Alors si vous n'avez pas de questions, donc je vais devoir arrêter la séance à ce niveau là et je vous laisse vous reposer. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Salam alaikum. Bonne journée, bon week-end. Bon dimanche, bon lundi. Effectivement. Allez, là encore, Slama. Non, monsieur. Au revoir. Au revoir. Slama.